Quand il s'agit d'investissement en bourse, vous avez une multitude de choix pour gérer vos investissements, le Tree Fund Portfolio, le All Weather Portfolio ou encore le conseil de Warren Buffett, tu mets tout sur le S&P 500 et tu continueras de t'enrichir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des modèles économiques basés sur une stratégie qui va être défensive et agressive à la fois, que vous allez pouvoir modifier en fonction évidemment de votre but en termes de retour sur investissement, mais aussi votre niveau de tolérance au risque et à la volatilité. Le point commun dans chacune de ces stratégies d'investissement, c'est que vous avez d'un côté des classes d'actifs dites défensives, ou ce qu'on appelle également des hedges, et d'un autre côté, vous avez des classes d'actifs, principalement les actions, qui vont donner plus de performance à votre portefeuille, mais elles vont venir avec de la volatilité. Et donc mon but dans cette vidéo, c'est pas de sortir encore une fois des théories. Vous savez que je me repose tout le temps sur des statistiques, sur des faits historiques, sur des performances historiques. Et donc dans cette vidéo, on va comparer quelle est la meilleure classe d'actifs pour se protéger, quel est le meilleur hedge, c'est-à-dire celui qui a eu le plus de performance et le moins de volatilité. Et nous verrons dans un second temps quelles sont les classes d'actifs qui ont rapporté le plus, mais avec le moins de volatilité. Et donc mon but dans cette vidéo, c'est de créer un portefeuille basé uniquement sur des faits pour vous permettre d'investir facilement en bourse. Donc sans plus tarder, comparons les trois classes d'actifs défensives les plus utilisées par les wealth managers, les gestionnaires de patrimoine, les banquiers, les fonds d'investissement, les family office. Ils utilisent principalement ces trois classes d'actifs pour se défendre et pour se protéger. Donc le premier, c'est évidemment l'or. L'or qui est connu et reconnu de beaucoup de gestionnaires de patrimoine et investisseurs particuliers pour se protéger. Dans un second temps, vous avez les obligations d'État américains sur le long terme. Donc on parle généralement aux alentours de 20 ans et plus. Et enfin, vous avez les obligations d'État sur le court terme, c'est-à-dire principalement entre 2 à 5 ans. Alors pour comparer ces trois différents hedges, je vais utiliser un site qui s'appelle portfoliovisualizer.com. C'est un site qui vous permet de comparer des ETF, des actions, qui vous permet aussi de comparer des matières premières, des indices sur une période de temps qui est similaire. Donc ce que l'on peut voir, c'est que dans cet exemple, sur une période de 16 ans, l'or a eu une performance annualisée de 5,79%. Cela veut dire que en moyenne, si vous aviez conservé un ETF qui réplique la valeur de l'or, eh bien sur une période de 16 ans, vous auriez obtenu en moyenne par an 5,79%. Cependant, pour obtenir ce rendement, ça a été un petit peu coûteux en termes d'émotion parce que vous le voyez, le maximum drawdown est de 42,91%. Cela veut dire que par rapport au niveau le plus haut auquel votre portefeuille qui détenait de l'or aurait atteint, eh bien le maximum au plus bas atteint à partir du plus bas aurait été de moins 42,91%. Donc il faut quand même avoir l'estomac et les reins solides pour tenir une position qui va jusqu'à quasiment moins 43%. Ensuite, nous avons les obligations d'État long terme. On peut voir qu'on a une performance de 2,99% seulement et qu'on a un drawdown de moins 47,61%, ce qui est encore plus que l'or pour une performance encore moins intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a un drawdown aussi fort sur les obligations alors que c'est censé être extrêmement stable? Eh bien pour la simple et bonne raison que depuis ces 2-3 dernières années, l'inflation aux États-Unis a été contrôlée en tout simplement émettant énormément d'obligations et donc cela est venu réduire la valeur des obligations qui étaient sur le marché secondaire. Donc typiquement ce que vous pouvez acheter en bourse sur un ETF. Dans un dernier temps, vous avez donc les obligations de l'État américain sur le court terme et vous avez seulement 0,99% de performance annualisée et vous avez un drawdown de seulement moins 0,30%. Donc autrement dit, vous avez quasiment aucun drawdown. Vous avez 1% de performance par an, ce qui ne vous permet même pas de battre l'inflation, mais vous n'avez strictement aucune volatilité. Alors il y a certaines personnes qui vont me dire dans les commentaires, Théo, tu sais que tu peux laisser ton argent liquide et disponible sur par exemple un compte bancaire ou sur par exemple un courtier comme Interactive Broker qui va te donner 4,5% par an sur ton cash qui n'est pas investi. Je le sais, mais ça c'est une situation qui est que temporaire. On se revoit dans un an, le taux sera aux alentours de 2%, voire même 1%. C'est temporaire et ça ne va pas durer. C'est pour ça qu'il y a énormément de fonds d'investissement qui achètent des obligations de l'État américain sur le court terme parce que vous avez bien compris que eux aussi ont ce type d'informations, mais c'est juste qu'ils préfèrent rester investis sur le long terme et surtout se protéger contre des potentielles faillite bancaire ou faillite de courtier en ligne. C'est pour ces raisons qu'ils vont acheter ce type d'ETF. Donc si on compare ces trois actifs, ce que l'on peut voir,
c'est vraiment intéressant, c'est que l'or évolue de manière un petit peu inverse avec les bons d'État américains sur le long terme. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que quand l'un augmente, eh bien potentiellement l'autre augmente aussi, mais lorsque l'un des deux descend, l'autre reprend de la valeur. Cela veut dire qu'il peut être intéressant d'avoir un mix des deux afin de se protéger contre la volatilité. Alors maintenant, comparons les différentes classes d'actifs dans le type action, c'est-à-dire ce qui va donner de la performance à votre portefeuille tout en acceptant évidemment de la volatilité. Nous avons dans un premier temps le S&P 500. C'est les 500 plus grandes entreprises à plus grande capitalisation situées aux États-Unis. Dans un second temps, vous avez les actions monde. Donc c'est la plupart du temps des ETF qui vont regrouper approximativement 20 à 30 000 actions au sein d'un même panier. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les actions internationales. Donc les actions internationales, c'est tout ce qui se trouve dans le monde entier en dehors des États-Unis. Et donc, effectivement, la plupart du temps, ce sont ces ETF qui sont utilisés par, encore une fois, les gestionnaires et fonds d'investissement. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que ici, la comparaison commence en 2011 et vous avez sur le S&P 500 une performance annualisée de 13,48% avec un drawdown maximum de 23,91%. Ensuite, concernant les ETF monde, vous allez avoir une performance annualisée de plus ou moins 8,96% par an. Vous allez avoir un drawdown qui est plus fort que sur le S&P 500 qui est de moins 25,52%. Et enfin, concernant les actions qui sont en dehors des États-Unis, donc dans le monde entier, ce qu'on appelle les actions internationales, eh bien, vous allez avoir une performance annualisée de seulement 4,66%, ce qui parfois peut être le niveau maximum que peut atteindre l'inflation. Et vous avez un drawdown là qui est énorme de moins 27,60% sur des actions, c'est juste énorme pour des ETF. Donc ce que l'on peut constater, c'est que l'investissement sur le marché américain est celui qui a le plus de performance et le moins de volatilité, mais aussi que l'or et les obligations de l'État américain sur le long terme peuvent vous offrir une certaine stabilité au sein de votre portefeuille. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une certaine allocation d'actifs pour deux profils de risques et d'investisseurs différents qui ont également des objectifs différents. Le premier portefeuille va avoir 80% investi au sein du S&P 500 et seulement 10% en or et 10% en obligations de l'État américain sur le long terme. Au niveau de la performance et de la volatilité, donc en termes de performance, vous allez avoir une moyenne annualisée de 11,63% par an. En termes de drawdown, vous allez diminuer votre drawdown puisque vous êtes à seulement moins 23,08% de drawdown maximum sur l'intégralité de votre portefeuille. Dans un second temps, voici un deuxième portefeuille qui est pour les personnes qui veulent encore moins de volatilité. Donc là, ici, vous allez seulement avoir 60% dans le S&P 500 et 20% en or et 20% en obligations de l'État américain sur le long terme. Et donc ce deuxième portefeuille a évidemment un peu moins de performance puisque là vous êtes à 9,68% par an annualisé et vous avez un drawdown qui a diminué d'à peu près 1% puisque ici vous êtes à moins 22,24%. Cependant, laissez-moi vous dire maintenant le problème du S&P 500 que je vois sur le moyen et sur le long terme. Laissez-moi vous dire comment moi-même je gère mon portefeuille et comment je l'arbitre. Mais aussi, laissez-moi vous dire comment est-ce que je vois mon portefeuille évoluer au fur et à mesure du temps. Déjà, premier point, c'est le problème du S&P 500 qui a déjà commencé et qui au fur et à mesure du temps va entre guillemets s'aggraver. C'est que le S&P 500, comme il réunit les 500 plus grandes entreprises américaines, et que le secteur technologique est celui qui est le plus porteur depuis de nombreuses années, depuis aux alentours des années 2000, et bien plus le temps passe et plus la composition du S&P 500 est totalement déstabilisée en fait. Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de secteurs technologiques au sein de votre portefeuille. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? C'est une bonne chose dans le sens où vous allez avoir beaucoup de performance. Cependant, c'est une mauvaise chose dans le sens où vous allez avoir davantage de volatilité. Ça veut dire que plus le temps passe et plus vous allez avoir des drawdowns qui sont importants. Est-ce que pour autant vous ne devez pas investir sur le S&P 500 ? Encore une fois, c'est vous seul qui avez la réponse parce que vous êtes à même de savoir si vous acceptez d'avoir de plus en plus de volatilité sur votre portefeuille. Alors est-ce que personnellement j'utilise ce genre de stratégie d'investissement ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que j'utilise d'autres ETF que je réserve uniquement pour les membres de mon portefeuille à dividendes qui me permettent d'avoir un équilibre qui est plus intéressant sur les secteurs d'activité, mais aussi qui me permet d'avoir moins de volatilité et avoir un niveau de performance qui est très proche du S&P 500. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas sur du S&P 500 parce que
Le PE ratio, donc le Price Earning Ratio, est bien trop élevé par rapport à ma perception des potentiels retours sur investissement qui vont être produits à l'avenir. Et aussi de par ce niveau de volatilité que je n'accepte pas au-dessus de 20% sur l'intégralité de mon portefeuille. Personnellement, je vais avoir 50% de mon portefeuille en bourse investi sur des actions américaines de type valeur, donc des actions type défensive. Ce sont des actions qui ont un retour sur investissement qui est intéressant au sein d'un ETF en particulier, mais qui va avoir très peu de volatilité. Notamment, ces actions vont performer dans des périodes où les taux d'intérêt augmentent un peu trop vite, dans les moments où il y a beaucoup d'instabilité sur les marchés, et donc évidemment les personnes veulent step back, veulent retirer un petit peu de risque, retirer un petit peu de volatilité, et vont investir dans ces actions de type défensive. Et pour composer la fin de mon portefeuille, donc les 50 autres pourcents, eh bien je vais avoir des actions de type croissance. Donc dans ces 50%, je vais avoir principalement de la tech, je vais avoir principalement de la santé, donc du healthcare, et je vais avoir d'autres secteurs qui sont un peu plus classiques. Mais globalement, vous allez avoir une partie de mon portefeuille qui va performer très fort dans des périodes où les taux d'intérêt sont faibles, et dans les moments où les taux d'intérêt sont élevés, eh bien c'est plutôt mon portefeuille qui va être côté valeur qui va performer. Comment est-ce que je vois mon portefeuille évoluer ces 5, 10, 15, 20 prochaines années ? Eh bien déjà, petit spoiler, je resterai toujours 100% action. Pourquoi ? Parce que quand vous avez, entre guillemets, un patrimoine comme le mien, qui se compte en plusieurs millions d'euros, eh bien effectivement, mes dépenses sont assez réduites finalement par rapport à quelqu'un qui a autant de revenus. Donc, je n'ai pas besoin de retirer de l'argent de mes courtiers pour maintenir mon style de vie. Je vais uniquement me payer avec les dividendes que je vais recevoir, je vais me payer avec les loyers que je vais recevoir, ou les dividendes de mes restaurants, bref, peu importe. Donc en gros, j'ai pas besoin de retirer de l'argent de mon courtier qui me permet d'investir en bourse. Cependant, comment est-ce que je vois évoluer mon portefeuille au fur et à mesure du temps ? Eh bien avec le temps, j'aurai une exposition de la manière suivante. J'aurai 30% en actions américaines toujours de type valeur, j'aurai 30% de mon portefeuille d'actions toujours de type croissance, afin de continuer cette stratégie d'équilibre entre ces deux secteurs principaux. Et ensuite, je vais avoir 30% sur des actions internationales, mais uniquement dans les pays développés. Je ne vais pas y inclure les pays émergents, je ne vais pas inclure un ETF monde ou ex-US. Pourquoi ? Parce que vous allez tout de même avoir beaucoup de volatilité qui est issue et qui est corrélée des marchés américains. Parce que vous le savez, les marchés américains ont un énorme impact sur le reste du monde en termes d'actions et d'investissements en bourse. Et donc c'est pour ça que je préfère tout simplement décorréler mes investissements du marché américain, vu que j'ai une exposition quand même qui à l'avenir sera de 60%. Et enfin, j'aurai une petite exposition qui est aux alentours de 10% sur l'équivalent de l'index de Singapour qui s'appelle STI. Pourquoi ? Parce que j'ai une croyance qui est que Singapour est sur ces 20, 30, 40 prochaines années l'endroit, la place financière dans le monde sur laquelle il va y avoir le plus de inflow, c'est-à-dire le plus de cash qui va rentrer dans l'économie. Pourquoi ? Parce que c'est une économie qui est stable, mais aussi une devise qui est totalement décorrélée des US dollars. Pourquoi est-ce que j'aime également cette domiciliation pour mes investissements ? Pour la simple et bonne raison que c'est un secteur financier. Donc vous avez énormément de possibilités pour investir avec des frais qui sont très faibles. Je vous donne d'autres exemples, comme les banques qui sont à Hong Kong dans le domaine de l'investissement vont avoir des frais qui sont plus élevés. Si vous avez également des banques, par exemple, en Suisse ou au Royaume-Uni, vous avez également des frais plus élevés. À Singapour, non seulement vous avez une devise qui est totalement décorrélée, mais aussi des frais qui sont réduits avec une économie qui est extrêmement porteuse et prometteuse à l'avenir. Donc ces 10%, personnellement, je l'alloue là où est-ce que j'ai entre guillemets envie de me faire plaisir et là où est-ce que mes convictions sont plutôt qu'un historique de performance. Alors pour ceux qui se demanderaient maintenant pourquoi est-ce que je n'applique pas tout de suite ce type de stratégie, eh bien pour la simple et bonne raison que pour l'instant, je préfère absorber un peu plus de performance et accepter un peu plus de volatilité. Mais effectivement, plus je vais avancer en âge et plus je vais essayer de réduire davantage ma volatilité. Et peut-être que je passerai de 10% par an de retour sur investissement que j'ai en ce moment ou plus vers un portefeuille qui fera sur le long terme seulement du 6 à 8% par an. Mais ce n'est pas grave vu que je chercherai à réduire ma volatilité, à réduire mon risque et avoir des actifs qui sont davantage décorrélés les uns des autres. Pour les personnes qui veulent avoir beaucoup plus d'informations concrètes et tournées vers l'action qui vont vous permettre de devenir votre propre gestionnaire
de patrimoine, vous retrouverez dans la description de la vidéo une formation qui va vous accompagner étape par étape pour comprendre l'univers économique et financier dans lequel nous évoluons, qui vous permettra de protéger votre épargne mais aussi de la faire fructifier en limitant un maximum la volatilité. Tous ces conseils que vous n'obtenez pas lorsque vous allez voir un banquier, tous ces frais que vous allez payer lorsque vous allez voir un gestionnaire de patrimoine ou tous ces prérequis qu'on a lorsque vous souhaitez ouvrir un compte dans une banque privée pour enfin avoir des conseils dignes de ce nom, et bien là aujourd'hui vous les avez à portée de main et c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre épargne. Ciao ciao.